Bonsoir, soyez les bienvenus sur Moselle TV. Voici les titres de ce jeudi 2 février. Trois ministres étaient en Moselle ce jeudi, dont Éric Dupond-Moretti et Sébastien Lecornu, ministre de la Justice et ministre des Armées. Objectif, renforcer les liens entre les deux ministères. Clap de fin ce vendredi pour la semaine nationale de l'apprentissage dans l'artisanat. Nous avons pu suivre des lycéens forbacois dans leur découverte de métiers liés à l'automobile. Au programme également de Moselle Info, plongée dans la nouvelle exposition du centre Pompidou-Metz intitulée Répétition. Rendez-vous dans quelques instants. La météo, la grisaille encore et toujours. Demain, dans le ciel mosellan, les températures, elles, seront au-dessus des normales de saison, entre 5 et 10 degrés en moyenne. Et puis l'invité du jour est Audrey Astruc, récemment nommée directrice de la passerelle à Florange. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons ensemble sur ses ambitions pour cette structure. Mais tout de suite, on développe les titres du jour. Et dans l'actualité de ce jeudi, tout d'abord, la visite d'Éric Dupond-Moretti et Sébastien Lecornu à Montigny-lès-Metz, respectivement ministres de la Justice et des Armées. Ils se sont rendus au 1er régiment de service militaire volontaire où ils ont reçu les honneurs militaires. Une visite pour signer 2 conventions permettant la généralisation du partenariat entre les 2 ministères. Aymeric Guillaume. Un geste symbolique et attendu, la signature des 2 conventions permettant la généralisation du partenariat entre les ministres de la Justice et des Armées. Honneur militaire et marseillaise, le 1er régiment du service militaire volontaire de Montigny-lès-Metz est un des sites pilotes au niveau national du dispositif. Un service qui a pour but de faciliter l'insertion dans la vie active de jeunes les plus éloignés de l'emploi, afin de devenir des citoyens actifs et responsables. L'armée est une des institutions préférées des Français. Les valeurs, c'est le dépassement de soi, c'est la solidarité, parce que le but de tout ça, on va se le dire très clairement, c'est de faire en sorte qu'ils sortent notamment du centre éducatif renforcé sur le bon chemin. Les 2 conventions signées par les 2 ministres français sont claires. La première permet de faciliter l'accès de jeunes délinquants au service militaire volontaire par l'intermédiaire d'un court stage de découverte de ce dispositif. Le second consiste à développer la possibilité de réaliser des travaux d'intérêt général au sein même de l'armée. On va évidemment maintenant surveiller cette généralisation. Il va falloir la surveiller en chiffres pour regarder comment tout cela atterrit en termes évidemment de quantité, mais aussi de qualité. Et je le dis aussi tout de suite, notre priorité avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'est pas de faire de la masse pour faire de la masse. Ce qui compte, c'est d'arriver à sauver des gens. Le lien entre l'armée et les jeunes ne date pas d'aujourd'hui. Service militaire, journée de défense de la citoyenneté ou encore le recrutement de plus de 30 000 jeunes par an. Ce déplacement était aussi l'occasion de découvrir le service militaire volontaire. Au programme, des rencontres et des échanges avec les personnels, les encadrants ou encore les jeunes volontaires. Donc ils sont là au quotidien pour essayer de les remettre sur le droit chemin. Je les félicite tous les jours. Les militaires, j'ai moins l'occasion de le faire. Merci. Vous nous permettez, me semble-t-il, de progresser dans la lutte contre la délinquance des plus jeunes. Une visite ministérielle accueillie à bras ouverts par le maire de Metz, François Grosdidier. Il s'est dit dans un communiqué honoré pour sa ville d'avoir été la première à découvrir le plan Famille 2, un plan lancé en 2017 par Florence Parly afin de créer des réponses visibles et concrètes aux contraintes inhérentes à la vie militaire. Par exemple, la ville de Metz a financé en octobre dernier l'achat de petits boîtiers permettant aux enfants de soldats séparés de leurs parents de garder un lien. Et en parlant du 3e régiment de hussards de Metz, nous allons maintenant retrouver notre journaliste Uranie Tozik en direct depuis le Liban. Uranie, vous suivez le régiment depuis le début de la semaine maintenant, c'est bien ça ? Bonsoir Jean, bonsoir tout le monde. Oui, tout à fait. Une partie du 3e régiment de hussards de Metz est déployée depuis quelques mois au Liban. Alors nos militaires ont pour mission de maintenir la paix et la sécurité aux abords de la frontière israélienne pour le compte de l'ONU au sein de ce qu'on appelle la FINUL, la Force intérimaire pour les Nations Unies au Liban. Les hussards d'autres régiments de France, mais également l'armée finlandaise travaillent ensemble conjointement
dans cette base au sein de plusieurs unités. L'objectif, appuyer les FAL, les forces armées libanaises, perdurer aussi les relations de proximité avec la population et puis mettre en place des entraînements conjoints et également partager ces expériences. Et puis ici, nos militaires forment une force de réserve, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à intervenir et peuvent intervenir en cas de problème de manière rapide. Je rappelle qu'officiellement, le Liban et Israël sont toujours en état de guerre. L'armée française est présente au Liban depuis 1978, 3 ans après le début de la guerre de 75, pour confirmer le retrait des troupes israéliennes du Liban. Et puis rétablir la paix et la sécurité. Et puis aussi depuis 2006, lors du cessez-le-feu mis en place par le Conseil de l'ONU. Yorani, quel est le programme pour vos derniers jours de mission ? Le programme va être très varié, à commencer par les missions auprès de la population libanaise et puis les patrouilles conjointes également, comme je disais, avec les forces armées libanaises. Le but de ces patrouilles est assez simple. À l'extérieur du camp, c'est d'être visible, de veiller sur la population et sur leur sécurité, de veiller aussi au cessez-le-feu par voie aérienne, mais aussi faciliter les échanges avec les civils afin de les protéger, puisque des plans d'action existent en cas de problème. À travers les images que je vous propose également de découvrir, vous pourrez aussi comprendre tous les enjeux de leur opération extérieure au Liban et puis leur partenariat aussi avec toutes les nations que j'ai pu déjà citer. Je vous inviterai aussi à découvrir de nombreux métiers, des métiers tant dans la maintenance avec les mécaniciens pour les véhicules blindés, comme le chef de corps également que j'aurai en interview, en passant par les chefs de groupe de combat. Ce sera l'occasion de donner la parole à nos hussards qui sont sur place, dont certains sont dans leur première opération extérieure. Et puis être en opération extérieure, c'est aussi une autre manière de vivre, des moments de cohésion, j'entends par là. Vous vivrez bien sûr l'ambiance de ces moments de vie. Merci beaucoup Yorani, on se dit à très bientôt en Moselle. Et dès la semaine prochaine, vous pourrez d'ailleurs, chers téléspectateurs, retrouver sur Moselle TV un grand format destiné à cette mission au Liban. Un autre ministre était également présent sur nos terres ce jeudi. Il s'agit de Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Un déplacement pour échanger avec les représentants et acteurs de la filière bovine lors de l'Assemblée générale de la Fédération nationale qui se tenait au Centre des Congrès à Metz. Hugo Romani était sur place. Éleveur bovin, une profession en difficulté. Outre un niveau de vie annuel inférieur de 4 000 € à la médiane nationale, les imprévus sont nombreux. Gilbert Bach, éleveur bovin en Moselle, y est confronté. Ça devient quand même assez dur, surtout au niveau des élevages, où il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Au niveau du coût alimentaire, du volume pour nourrir les bêtes avec le climat, si l'année elle est propice à la pousse ou pas. Et ça risque d'impacter fortement les trésoreries et les chiffres d'affaires des éleveurs. La table ronde avec des invités étrangers débouche sur un constat. Le personnel manque à l'appel, tout comme le bétail. Pour le président de la Fédération nationale bovine, les rémunérations doivent être revues à la hausse. Il y a un sujet majeur, c'est le sujet du revenu des agriculteurs et de la rémunération des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est la première explication de la baisse du nombre d'éleveurs en France. C'est le revenu le plus bas dans l'échiquier des revenus agricoles. Et il y a une nécessité à ce que justement les éleveurs soient payés au juste prix pour demain renouveler la population d'éleveurs. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau était présent à l'Assemblée générale. Il veut trouver dans cette crise des raisons d'espérer. Ils ont raison d'avoir des inquiétudes parce qu'on a devant nous de multiples dérèglements et difficultés, on va dire les choses comme elles sont. Dérèglements climatiques, dérèglements géopolitiques, des changements assez profonds, des attentes nouvelles, la question du carbone, tout ça est assez compliqué. Mais en même temps, c'est de formidables opportunités. La première opportunité, c'est dans ce moment-là, le rôle et la place de l'élevage, on va pouvoir le montrer pour stocker du carbone dans les prairies, pour assumer notre alimentation, pour assumer aussi la question du cycle de l'azote, pour faire la transition entre les engrais minéraux et les engrais organiques, on a besoin d'élevage. Et donc dans ce moment-là, qui est plein de risques, il y a aussi plein d'opportunités pour l'élevage. Le discours ministériel satisfait la FNB. Mais les éleveurs attendent une législation claire sur la gestion des risques, après avoir vu leurs revenus baisser de près de 20% depuis 2019. C'est reparti pour l'unité de production numéro 1 de la centrale nucléaire de Cattenom. Dans la nuit de mardi à mercredi, elle a été reconnectée au réseau électrique national. Pour le moment, elle ne produit pas sa puissance maximale. Les équipes de la centrale réalisent encore divers tests et vérifications. À terme, elle alimentera plus d'1 million de Français en électricité.
Pour rappel, l'unité 1 avait été arrêtée le 11 juin dernier pour maintenance annuelle. Désormais donc, seule l'unité de production numéro 3 poursuit ses travaux de réparation sur les tuyauteries. Le bilan de la sécurité routière 2022 est tombé. Les chiffres restent globalement stables, plus 0,5% par rapport à 2019, dernière année de référence avant la pandémie. Et une inquiétude néanmoins concernant les mobilités douces. Pour la deuxième année consécutive, le nombre de cyclistes tués a dépassé le seuil des 200 morts, en hausse de 30% par rapport à 2019. Enfin, il y a 3 ans, on comptabilisait 10 trottinettistes tués et 200 blessés graves. En 2022, ces chiffres ont triplé avec 34 morts et 600 blessés graves. Ce matin, certains parents ont eu du mal à faire garder leurs enfants en crèche et pour cause, à l'appel du syndicat national des professionnels de la petite enfance, auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, infirmières et autres personnels de crèche ont fait grève ce jeudi. Une vingtaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Metz pour réclamer de meilleures conditions de travail et une revalorisation des salaires. On écoute leur cri d'alarme avec Emma Facchetti. La couche est pleine, petite enfance en souffrance, peu de reconnaissance. Qu'elle soit auxiliaire de périculture, éducatrice de jeunes enfants ou infirmière péricultrice, elles lancent toutes un cri d'alarme. Quand on a des absences de collègues, on se débrouille en fait, on fait le même travail que d'habitude avec moins de professionnels. Donc ça a aussi des conséquences sur la prise en charge des enfants, leur sécurité. Selon la Caisse nationale des allocations familiales, il manquerait au moins 10 000 professionnels de la petite enfance au niveau national. Pour pallier à cette pénurie, le gouvernement avait décidé en août dernier d'assouplir le recrutement de salariés non diplômés et de les former en interne. Une aberration pour le syndicat national des professionnels de la petite enfance. Les métiers de la petite enfance, c'est des formations qui se font en 1 an, 2 ans. Et pour les plus qualifiés qui se font jusqu'à 3 ou 4 ans après le bac, être remplacés entre guillemets par pénurie avec des personnels qui n'ont aucune qualification, c'est pas entendable, quoi. Ça nous dévalorise totalement. Pour faire face, les professionnels du secteur de la petite enfance réclament une amélioration des conditions de travail et aussi une revalorisation des salaires. On entend que certaines Comcom proposent la prime Ségur à leurs employés et puis nous on n'en a pas. On aimerait être au niveau national pour les primes, pour les mutuelles aussi. Nous sommes vraiment précaires. Avec cette journée de mobilisation, le secteur de la petite enfance espère que le gouvernement entendra leur colère. C'est l'avenir de la filière qui est en jeu. Demain s'achève la semaine nationale de l'apprentissage dans l'artisanat. Du 27 janvier au 3 février, des jeunes ont pu s'initier à près de 250 professions. Au campus des métiers de Moselle, de Forbach, collégiens, lycéens et jeunes en réinsertion ont pu découvrir de plus près les métiers de l'automobile. Reportage Lucie Philippot. Brancher, débrancher, mais surtout manipuler. Rideau, ce jeune homme de 20 ans, découvre les différents aspects des métiers de l'automobile au campus des métiers de Forbach. Venu par le biais de la mission locale du bassin houiller de Styrin-Wendel, il espère trouver une formation mécanique qui lui corresponde. Je suis venu voir un peu les métiers dans la mécanique. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'informatique. J'ai vu plus de choses aussi mécaniques, comme démontage, remontage. Je bricole un peu, mais pas tout le temps. Donc j'aimerais bien apprendre aussi. À travers plusieurs ateliers dispensés par des apprentis, les jeunes ont pu se mettre dans la peau d'un mécanicien et d'un carrossier. Une manière de susciter des vocations autrement. Ne serait-ce que de regarder, c'est insuffisant. On voyait bien qu'ils avaient envie de toucher, qu'ils avaient envie de mettre les mains dedans pour voir, pour tester. Et on s'est dit on va essayer de mettre ça en place. Et puis on a fait des mini-ateliers qui sont très courts, mais au moins ça leur donne une petite idée de ce qu'est la réalité du métier du quotidien. À la sortie de ces centres de formation en Moselle, 94% des apprentis obtiennent un emploi dans les 6 mois qui suivent leur apprentissage. L'automobile, c'est un secteur qui recrute, surtout en carrosserie. Parfois, on a les entreprises justement qui recherchent des apprentis. On n'a pas toujours les jeunes à mettre en face. C'est aussi de les attirer pour qu'ils puissent venir vers nos métiers. Oui. Plus largement, l'apprentissage dans l'artisanat, c'est 42 diplômes différents répartis sur 3 sites en Moselle avec pas moins de 1100 apprentis formés.
Un choix d'avenir idéal pour celui qui souhaite acquérir de l'expérience rapidement. Et si vous souhaitez découvrir les différentes formations que propose le CFA de Forbach, rendez-vous le 25 mars pour leur journée portes ouvertes. Et tout de suite, la rubrique culture. Alicia, bonsoir. Bonsoir Jean. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir la toute nouvelle exposition du Centre Pompidou-Metz. Il s'agit de la 6e exposition dite phare du Centre Pompidou-Metz. Elle s'appelle Répétition. Elle nous offre le regard personnel et critique du commissaire d'exposition invité, Éric de Chassey. Éric de Chassey qui est un grand historien de l'art, féru notamment de Matisse. Et il a puisé ici dans la collection du Centre Pompidou Paris, en partie, la collection qui est quand même une des plus grandes collections au monde avec celle du MoMA à New York. Et il a puisé également dans quelques collections privées pour nous offrir ce voyage de haut vol. Regardez. Répéter un même geste, un motif, répéter une méthode. Ainsi vit l'artiste de ces répétitions qui composent aussi bien son quotidien que ses œuvres. Des actions dont s'est emparé le commissaire d'exposition Éric de Chassey pour réaliser la nouvelle exposition phare du Centre Pompidou-Metz. À travers les œuvres du XXe et XXIe siècle, il interroge ainsi le processus de création des artistes pour le plus grand bonheur de la directrice Chiara Parisi. On a donc cette grande perception des chefs-d'œuvre qu'on n'a pas encore vus du Centre Pompidou parce qu'ils sont rarement exposés et qui sont mis ensemble avec des œuvres qui ne sont pas habituelles non plus. Les voir, une sorte de ping-pong, quelquefois paradoxal ou intuitif, et comme ça, dans l'idée vraiment que quelque chose se répète et qui est caractéristique de l'art du XXe siècle. Des œuvres d'envergure, en passant par des œuvres plus intimistes, ultra-contemporaines ou plus anciennes, qui communiquent entre elles, comme cette toile majeure de la grande artiste du XXe siècle Marie Laurencin, qui ouvre l'exposition. C'est donc des personnages qui répètent en effet les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Mais juste à côté, on a une sculpture anonyme du musée de la Cour d'Or. Donc il est en correspondance avec une autre forme de répétition, une répétition beaucoup plus lointaine qu'Éric de Chassey trouve au musée de la Cour d'Or. Et encore plus loin, on avait plus conceptuel de François Morellet. Donc l'exposition est un peu tout un jeu des regards, des détails, des assonances, des dissonances sur la problématique de la répétition. Cette répétition, infinie, qui offre à l'artiste hongrois Simon Antai de produire des choses inattendues. À l'image de cette toile, pour laquelle il a recopié pendant 1 an, chaque matin, les textes liturgiques du jour, mais aussi la phénoménologie de l'esprit d'Hegel. Je pense que c'est une des œuvres les plus importantes du XXe siècle. Elle dit à peu près tout de l'histoire des religions en Europe, du rapport qu'on peut avoir à l'écrit, de la possibilité de transformer l'écrit en quelque chose de visuel, d'un rapport qui est à la fois complètement émotionnel, la dimension même de la toile fait que tout son corps est dedans, mais aussi complètement intellectuel parce que c'est des textes quand même très très importants, et puis par ailleurs spirituel aussi parce que étant la nature religieuse aussi de beaucoup de ces textes et des symboles qui sont présents, tout est présent dans cette œuvre. À quelques pas de là, la répétition s'invite en danse, cette fois dans les pas de la chorégraphe Anne-Theresa de Keersmaker, filmée par Thierry Demey, ou dans les sérigraphies des chaises électriques d'Andy Warhol, qui a imposé la question de la répétition comme une question centrale. Mais des œuvres moins connues, comme Poils de dessous de bras de Rosemary Castoro, sont également présentes pour, à travers le geste, interroger notre rapport au corps. Autant d'œuvres qui pourraient bien transformer les visiteurs qui sont invités à parcourir cette exposition en boucle. Voilà une exposition qui n'a ni début ni fin, que vous allez donc pouvoir visiter effectivement en boucle comme bon vous semble. Vous allez pouvoir la découvrir à partir de samedi 4 février jusqu'en janvier 2025. Donc on a quand même le temps, on va pouvoir répéter cela. Notez que de nombreux événements seront bien sûr organisés en complément de l'exposition et qui auront lieu autour de l'exposition, comme par exemple vous allez pouvoir vous rendre à la capsule pour composer des formes et créer des ombres via un dispositif proche de la photographie argentique. Et puis je ne résiste pas à vous montrer ce très très beau catalogue que vous pourrez également vous procurer sur place. Merci Alicia, on vous retrouve la semaine prochaine dans la boîte à malice où vous vous entretiendrez avec le peintre mosellan Dominique Funès qui expose lui aussi mais à la galerie PJ à Metz. Merci beaucoup Alicia. Merci.
Un mot de sport rapidement, indomptable cette année, les Dragons de Metz Handball ont encore gagné hier soir face à Nantes en quart de finale de la Coupe de France. Un succès 30-23 au complexe Saint-Symphorien, grâce notamment à une Atadou Sakho infranchissable avec ses 19 arrêts. Les Messines comptabilisent désormais 16 victoires de rang, toutes compétitions confondues. De quoi faire le plein de confiance avant la réception samedi à 18h du Rapide Bucarest. Avec une victoire, Metz Handball validerait sa première place en Ligue des Champions. On écoute les réactions après la rencontre. Et au début c'était compliqué pour moi personnellement. Et après au fil du match ça allait. Les filles m'ont mis à l'aise et puis ça s'est bien passé. Mais vu qu'on avait de l'avance, je pense qu'il m'a laissé le temps de jouer. Et moi ça m'a fait plaisir. Au début j'étais pas trop prête parce que je m'y attendais pas avec les 2 minutes qui arrivaient un peu trop vite. Mais après je me suis laissé. J'ai pas eu trop de stress, elles m'ont réconforté, elles m'ont encouragé et puis ça s'est bien passé. Le problème c'est qu'on a 2 chances en fait. Si on ne prend pas celui-là, il faut prendre le prochain, mais moi j'ai pas envie de m'embarquer dans une semaine prochaine à préparer Storama dans laquelle on se dira qu'il faut impérativement gagner, etc. Donc voilà, j'ai envie qu'on arrive à se le faire de suite et à faire preuve très rapidement d'un maximum d'engagement sur le match de samedi pour préparer notre finale. Il y a 0 revanche par rapport au match aller, mais par contre, notre résultat de samedi terminera aussi si notre match passé à Bucarest, le nul qu'on a pris était un bon ou un mauvais résultat, mais voilà, on a vraiment envie de gagner pour passer une semaine un peu plus sereine, un peu plus stable, sans se dire qu'il faut impérativement gagner à Storama. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans ce genre de configuration-là où on se dit putain, il y a une échéance à venir et il faut la prendre, et j'ai pas envie de ça. Et on passe rapidement à l'invité du jour. Audrey Astruc, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes donc depuis quelques semaines la nouvelle directrice de la Passerelle, cette salle de spectacle à Florange. Comment vous êtes arrivée ici finalement ? C'est le maire de Florange, Rémi Dick, qui m'a sollicité. On s'est connus il y a plus de 10 ans maintenant, alors qu'on était jeunes étudiants. Donc il m'a proposé de réfléchir à un projet pour la salle. J'ai mis quasiment 1 an à penser à ce projet, à peser le pour et le contre, et je suis ici aujourd'hui et très contente. Qu'est-ce qui représente alors ce challenge pour vous ? C'est un énorme challenge pour moi, mais pour la ville également. Et en fait, ce serait un énorme challenge pour tout le monde. La salle est fermée depuis 2020. Il y aura eu 4 années de fermeture. Donc, il faut reprendre presque tout de zéro, rassembler le public, proposer une nouvelle programmation, rassembler une équipe, faire fonctionner un théâtre. C'est énorme et en même temps extrêmement stimulant. Alors, un des problèmes récurrents, c'est les problèmes de financement. Vous n'aurez pas souci à trouver de financement si on regarde un petit peu votre CV ? Alors, j'aurais pas de souci, je ne sais pas, parce que c'est pas une science exacte, la levée de fonds. En revanche, c'est vrai que ça fait maintenant quasiment 6 ans que je fais beaucoup de levées de fonds dans le secteur culturel auprès de nombreux porteurs de projets, à la fois de la levée de fonds privée et publique. Donc, c'est un domaine que je connais bien. Je sais que c'est un monde compliqué qu'il va falloir travailler longtemps pour y arriver, mais en tout cas je saurai où aller chercher de l'argent, quelle porte pousser, et j'espère que ça fonctionnera. Quelle vision vous avez pour la Passerelle ? Qu'est-ce que vous voulez personnellement apporter à cette structure ? Alors j'ai pas forcément une vision personnelle parce que la Passerelle m'appartient pas. La Passerelle, elle appartient aux Florangeois et à tous les habitants qui gravitent autour de cette commune, de la vallée de la Fensch et au-delà. En revanche, moi j'ai envie de proposer à ce public potentiel un lieu festif, un lieu chaleureux, convivial, où on a envie de passer du bon temps, de voir des spectacles, mais pas forcément que. On peut aussi aller boire un verre, rencontrer des amis. L'idée, c'est de créer vraiment un lieu de sociabilité et un lieu de convivialité au cœur de Florange. Vous parlez de public, justement, quel est le public qui est visé ? Tout le monde ? Alors, idéalement tout le monde. Évidemment, les anciens fidèles de la Passerelle, j'espère les revoir nombreux. Mais on passe d'une jauge de 450 places à peu près à plus de 900 places. Donc, il y a un vrai enjeu de développement des publics pour aller chercher. Comment vous allez faire pour attirer ce monde-là ? Alors, ça passe par la programmation, que j'espère pouvoir concevoir de manière familiale pour qu'elle plaise à tout le monde. Mais ça passe aussi par un gros travail de développement des publics, aller sur le terrain, rencontrer tous les relais possibles et imaginables dans la commune, l'agglo, pour toucher le plus grand monde. Alors qu'est-ce que vous entendez par familial finalement ?
Alors c'est dans l'idéal des spectacles en fait qui plaisent à la fois aux jeunes et aux adultes. L'idée c'est pas de faire du jeune public d'un côté et des pièces sérieuses qui sont pas pour les plus de 15 ou 16 ans. L'idée c'est de proposer voilà, des choses qui soient assez fédératrices, le cirque, la marionnette, la danse, du théâtre assez grand public. Et votre carnet d'adresses permettrait d'avoir ça Je l'espère, en tout cas je le sollicite. Je pousse aussi des nouvelles portes. Voilà, l'idée c'est pas de me reposer aussi que sur mes lauriers. Donc j'espère pouvoir proposer la programmation la plus éclectique possible. La Moselle est un territoire finalement que vous connaissez peu. Vous appréhendez ce facteur-là ? Pas vraiment. Moi, j'ai l'habitude des challenges aussi géographiques. Mon dernier emploi, je l'ai fait notamment entre Paris et la Normandie. J'avais jamais mis les pieds en Normandie avant de commencer ce travail-là. On m'a demandé de développer le territoire avec un bel ensemble musical, ce que j'ai fait avec beaucoup d'intérêt. Donc du coup, là, j'arrive à nouveau sur un nouveau territoire, à développer, à rencontrer et j'espère pouvoir rencontrer le plus de monde possible. Très rapidement, alors pour l'instant, la passerelle est en travaux, mais il y a de la vie quand même. Oui, il y a de la vie parce que la commune a mis en place une saison hors les murs qui se poursuit en 2023. Donc on vient de clôturer un festival d'humour avec Kev Adams en parrain qui s'est extrêmement bien passé. Voilà, on a vu beaucoup de Florangeois venir sous le chapiteau du Magic Mirror à Florange. On aura 2 autres temps forts dans l'année. Donc un temps fort autour des Arts de la Rue le 2 avril et un temps fort plus festival de musique actuelle début septembre. On pourra en dire plus dans peu de temps, j'espère. Merci beaucoup Audrey Astruc d'avoir été notre invitée ce soir. Et puis l'image du jour pour clôturer cette édition. Grande annonce hier à Ensdorf en Sarre. L'américain Wolfspeed et l'allemand ZF ont présenté en grande pompe leur partenariat. Ils devraient construire dans les prochains mois un ensemble comprenant un pôle de recherche et développement ainsi qu'une usine de fabrication de semi-conducteurs pour l'automobile. À terme, ce site devrait créer près de 600 emplois. Une perspective qui a fait d'ailleurs se déplacer le chancelier allemand Olaf Scholz. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne suivi du Graouli Mag. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.